à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission en présence de mon invité Laurence Dubory. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie, Comment bonjour à vas-tu? tous. Très très bien, merci beaucoup. Bienvenue, oui, tout le monde. Alors, donc Laurence Dubory qui est hypnothérapeute et praticienne en thérapie brève, fondatrice de Perceptiothérapie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet gérer le stress et retrouver l'équilibre. Mhm. Donc, merci Laurence d'être avec nous. Nous allons aborder donc la question du stress. Peux-tu nous expliquer les différences entre le stress chronique et le stress post-traumatique? Alors drôle parce que tu faisais ça vraiment pour l'équilibre, mais le stress au départ, eh bien, c'est un processus dynamique d'adaptation. C'est un processus euh, psychophysiologique, justement pour conserver cet équilibre et s'adapter. Alors, à un environnement qui est ressenti comme agressif, je dis bien ressenti, hein. Et donc, la personne va tenter de s'adapter et d'aller au-delà de ses propres besoins. Et même parfois, elle va aller à l'encontre totale de ses besoins. Donc, il y a vraiment l'idée de garder l'homéostasie, on dit dans le jargon, c'est-à-dire l'équilibre avec l'environnement. Donc, la personne, elle est en stress parce que elle est incapable de faire face et donc, elle va être amenée il va y avoir une résistance du corps. On dit aussi syndrome d'adaptation psychocorporelle pour vraiment équilibrer. Donc une résistance du corps. Alors quand le stress est aigu, c'est-à-dire que c'est un stress ponctuel, ça peut être même plutôt un stress positif parce que ça va augmenter la stimulation, la motivation. Ça peut être le petit coup de collier au boulot sur un... Alors, il va y avoir aussi une temporalité qui va être importante parce que le coup de collier, c'est pas le coup de collier pendant des années, c'est le coup de collier pendant un moment. Euh, mais il va falloir effectivement, quand le stress, c'est des fonctions cérébrales qui se mettent, le stress aigu, hein, des fonctions cérébrales qui se mettent en mouvement. Il y a l'amygdale, il y a l'hippocampe, il y a le cortex préfrontal. Il y a aussi des hormones qui sont dégagées par le corps, notamment le cortisol. Et ça, c'est bien, c'est motivant, c'est stimulant. Donc c'est bon. Et à un moment donné, quand la personne qui s'est adaptée, parce que c'est quand même toujours stress aigu, un système d'adaptation, quand la personne s'est adaptée à la situation, euh, eh bien le stress et les symptômes liés au stress vont redescendre. Les symptômes, c'est bon, ça va. Quand il est très ponctuel, c'est le rythme cardiaque et puis c'est la respiration. Mais ça peut être parfois moins de sommeil, ça peut être une petite irritabilité, ça peut être aussi une grande énergie qui est démontrée. On voit que la personne est très très péchue. Donc, on est en hyper sollicitation. Donc, tous ces symptômes-là, à un moment donné, et d'ailleurs, c'est bon qu'ils redescendent parce que le corps, effectivement, il est à fond. Donc, parce que c'est déjà une résistance du corps. Donc, on va le voir, le stress, il y a trois phases qui avaient été identifiées, et le sont toujours d'ailleurs, c'est identifié par un biologiste à la fin du 19e. C'est toujours le cas. Il y a trois phases phase d'alarme, hein. Donc, on rétablit, c'est le stress ponctuel, et quand la situation revient à la normale, hop, ça redescend. Il y a une phase de résistance du corps. Ça, c'est quand le stress continue et qu'il faut, parce que la personne, elle veut absolument euh, s'adapter à la situation, aux événements, pardon. Et puis, il y a la phase d'épuisement. C'est le stress, qu'il soit chronique ou qu'il soit aigu, c'est quand même, ça vient de distress en anglais, c'est une idée de détresse et de souffrance quand même, hein.
Donc, même si c'est ponctuel et même si on met le coup de collier, rien que par l'étymologie, on sait qu'il ne faut pas que ça dure quand même trop longtemps. Euh, Parce que sinon, effectivement, on va plus arriver à faire face. Et d'autant que, autant, enfin, au niveau de la douleur, on peut moduler la douleur, le stress, c'est comme les émotions, hein. Moi, les gens qui parlent de gestion du stress, gestion des émotions, moi, ça m'arrive aussi parce que c'est rentré dans le langage commun, si vous voulez. Mais on ne gère pas son stress, on ne gère pas ses émotions. On les accueille, on les traite, elles passent, et puis un jour elles reviennent. C'est un phénomène naturel de vie. On est incarné, donc on stresse et on a des émotions, comme des sensations corporelles. Euh, on n'en gère pas, c'est-à-dire que le stress, même s'il est chronique, il va falloir vraiment le traiter et faire en sorte qu'il disparaisse. Il va falloir, voilà, ça va être important. D'autant que la troisième phase du stress, donc alarme, il y a donc euh, ensuite la résistance et l'épuisement. L'épuisement, c'est-à-dire, et on peut arriver au burn-out, hein, donc l'épuisement, qu'il soit professionnel ou autre, ou plus personnel. Donc là, le stress se chronicise, et puis on peut en arriver vraiment à un épuisement, parce que les symptômes du stress chronique sont différents du stress ponctuel, c'est-à-dire qu'on arrive à des dysfonctionnements métaboliques, parfois à des troubles psychosomatiques. On peut arriver à des maladies graves aussi. Maintenant, on n'arrive pas, pareil, on constate, mais on n'arrive pas à prouver, mais on sait combien le stress est important dans le développement de certains cancers, notamment de maladies auto-immunes. Pourquoi maladies auto-immunes? Parce que le cortisol, quand on est stressé, augmente. Et le cortisol va faire baisser la barrière immunitaire. Ou au contraire, dans le cas des maladies auto-immunes, faire exploser les défenses immunitaires. Le stress, la personne, elle va générer des mécanismes de défense physique, physiologique, psychologique. Ça va effectivement des troubles psychosomatiques, de l'irritabilité, des problèmes relationnels, émotionnels. Ça peut prendre effectivement un champ et un spectre très très large. Et c'est pour ça que ça va être vraiment très important que la personne puisse s'interroger et voilà, écouter son corps et écouter ses ressentis. Ça va être plus important que jamais d'écouter ses ressentis et ses sensations corporelles. Euh, il y a moins de difficultés dans le stress chronique que dans la douleur chronique. Les personnes, souvent, puisqu'il y a eu cette alarme à un moment donné qui s'est faite, et puis cette résistance, et puis souvent, bon, quand les gens sont stressés, il y a bien un proche qui leur dit qu'ils sont pénibles ou qu'ils sont très fatigués. Donc souvent, on a les proches qui sont un petit peu, je dirais, alarmistes par rapport à ça. Alors, comment les thérapies brèves peuvent-elles aider à gérer le stress chronique et post-traumatique? Stress chronique et post-traumatique, c'est pas la même chose. Le stress chronique, bon, je l'ai dit, c'est un stress qui perdure, un système d'adaptation du corps qui peut aller jusqu'à l'épuisement. Il n'y a pas, à ma connaissance, de tableau clinique du stress chronique. Il y a plein de symptômes, hein, on peut cocher, enfin, on trouve d'ailleurs sur le net, hein, tous les symptômes liés au stress chronique. J'y renvoie les téléspectateurs. Il y en a beaucoup et c'est très très facile d'accès. C'est pour ça que j'ai pas fait la litanie des symptômes, parce qu'on les trouve très facilement. Au niveau du stress post-traumatique, il y a un tableau clinique a été développé par l'OMS, qui est repris par la psychologie et la psychiatrie. Le stress post-traumatique est en lien avec un événement souvent de vie, un trauma, d'accord? Et on distingue généralement les traumas grand T et les traumas petit t. Alors bon, c'est comme ça que c'est fait. J'y peux rien. Grand T, c'est un événement souvent ponctuel, un accident de vie, une agression, un viol,
un accident de voiture, une maladie, voilà, invalidante ou pas, voilà. Un trauma petit t, et je mets vraiment des guillemets, c'est par exemple des problématiques affectives, une négligence affective répétée. Ça peut être des accidents de vie qui passent plus inaperçus, mais qui à un moment donné vont gérer un syndrome anxieux généralisé, ou justement du stress. C'est-à-dire que de ces événements successifs passés, il va y avoir des résurgences dans le présent. Des problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété, donc des problèmes on va appeler stress, hein, mais des problèmes voilà, de cauchemars de relationnels, émotionnels, alimentaires aussi, et parfois des burn-out. Euh, donc voilà, les deux sont différents, c'était important de les distinguer. Les neurosciences ont prouvé quoi? Ont prouvé que nous étions, d'un point de vue neuronal plastique, c'est génial, ça veut dire qu'on vieillit, on ne devient pas complètement gâteux, c'est une bonne nouvelle. Donc, et ça veut dire aussi qu'on peut se reprogrammer à n'importe quel moment, même quand on est plus vieux, et c'est aussi une très bonne nouvelle, moi je prends ça positivement. Et les neurosciences ont également montré que l'hypnose et les thérapies brèves, tout comme d'autres thérapies alternatives, avaient une efficacité sur le stress post-traumatique et le stress chronique, et notamment l'accompagnement psychologique à médiation corporelle. Alors c'est l'hypnose, ça peut être des formes de thérapie beaucoup plus en lien avec le langage du changement, hein, comme la thérapie orientée solution, mais ça peut être aussi l'EFT, les techniques de libération émotionnelle, les mouvements alternatifs ou oculaires de type EMDR, voilà, également toute la sophrologie dynamique, notamment moi j'utilise pas mal en matière de stress le passing respiratoire, c'est-à-dire que on se cale sur, je vais me caler sur la respiration du consultant. On va travailler sur le lâcher-prise. On peut aussi remonter à la source, notamment pour le stress post-traumatique. Je pratique l'hypnose de régression d'âge, notamment en hypnose classique, et ça peut être très intéressant. Je sais aussi l'hypnose humaniste est très utile pour ça. Je l'ai moi-même pratiqué en tant que cliente et c'est très très utile. Voilà, il y a plein de thérapies différentes qui vont permettre justement de remonter soit eh bien, à l'événement, quand c'est le stress pardon, post-traumatique, ou bien le facteur d'entretien quand c'est du stress chronique. Et puis, il va y avoir aussi un travail sur l'anxiété, les peurs anticipatoires ou les peurs phobiques. Et puis aussi un travail sur la gestion du mode de vie. Euh, on n'est pas, moi je suis pas là pour conseiller les gens, hein. Il y a des gens qui sont très bons là-dessus. Il y a aussi des coachs de vie, mais effectivement, on va pouvoir être amené à travailler de façon collatérale, même en hypnose, sur des insomnies, sur d'autres troubles parfois collatéraux au stress qui peuvent être utiles comme des troubles psychosomatiques aussi. Tu as parlé du burn-out. Alors, c'est vrai que c'est un problème de plus en plus courant. Et comment, en fait, comment l'identifier et le prévenir, le burn-out? Alors, le burn-out, malheureusement, enfin pas, c'est pas tout le temps le cas, mais quand on est en burn-out, c'est que c'est la troisième phase, hein. Je disais, il y a trois phases du stress. C'est souvent, c'est un peu tard pour dire de traiter le stress, mais il n'est jamais trop tard pour rebondir. Euh, Moi, il m'arrive d'avoir des personnes, bon, c'est plutôt de l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out professionnel. Quand les gens arrivent, ils sont au bout du rouleau, hein. Euh, le travail qu'on fait ensemble, c'est de repartir, de repartir dans la vie, de se réautonomiser. Donc, on va traiter les symptômes,
symptômes du stress, alors divers et variés, les symptômes d'épuisement physique et psychologique. Euh, et puis aussi, traiter la suite, comment s'autonomiser, comment repartir. Et parce que souvent, quand on est épuisé, on s'est aussi isolé. Donc souvent, le relationnel va être à reconstruire, l'émotionnel, le relationnel, un travail en développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, qui a été très, très, très impacté. Donc, c'est tout ce travail-là qui est important, de reconstruction de soi, en fait. Il va falloir se reconstruire. Le burn-out, c'est l'épuisement. Les carottes sont un peu cuites au départ. Et puis, il faut faire repartir tout ça parce que, alors, on peut être alerté hein, avant de tomber vraiment en épuisement, mais par définition, l'épuisement, on est à la troisième phase. Donc, heureusement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il va falloir repartir. Ça, ce que j'ai dit, ça va être d'accord. C'est la même chose pour tous. Et d'ailleurs, souvent, les gens vont voir plusieurs types de professionnels, hein. Pas que moi, mais aussi des coachs, par exemple. Enfin, effectivement, il va y avoir tout un faisceau de professionnels. Par contre, les symptômes peuvent être un petit peu différents et plus ou moins ancrés quand même. Plus ou moins de troubles psychosomatiques, pardon, plus ou moins de troubles physiques et qui sont beaucoup moins ancrés, peut-être moins de douleur quand l'épuisement était en lien aussi avec de la douleur chronique. Voilà. Il faut espérer que justement, c'est pour ça que j'insistais sur ce travail d'écoute. Et c'est vraiment une hygiène de vie, un travail philosophique à faire, mais la philosophie appliquée, hein, pas celle qu'on apprend en terminale, celle qu'on utilise tous les jours quand on pose un pied par terre, quand on se lève de son lit, c'est-à-dire comment je vais gérer ma vie, comment je vais mener ma vie, comment je vais me sentir dans mon corps incarné et comment je vais gérer mon quotidien. Tu parles de troubles anxieux, d'angoisse et de phobie. Alors, quelles sont les stratégies thérapeutiques que tu utilises pour aider les personnes à les surmonter? Il y a le trouble anxieux généralisé, alors là on a peur de tout le temps. C'est intéressant de partir sur une hypnose en régression d'âge parce que souvent c'est un paroxysme, ce sont des peurs paroxystiques en fait, hein. Il y a une peur qui s'est rajoutée à une peur, à une peur, à une peur. Donc voilà, on remonte un petit peu le fil de ces peurs. Il y a les peurs anticipatoires, les peurs phobiques, qui sont vraiment liées à l'apparition de quelque chose, la peur de prendre l'avion, par exemple, hein. La peur de prendre l'avion, elle se manifeste quand la personne prend l'avion. Elle ne se manifeste pas quand la personne prend la voiture. Donc, pourquoi il y a cette peur-là? Donc, on remonte aussi. Moi, j'ai tendance à pas repartir à l'origine, à la source, pas à la cause, hein, à l'origine. Euh, euh, et puis, il y a les peurs, les TOC, les peurs obsessionnelles qui sont des peurs aussi qui ont souvent une origine, et c'est assez souvent un événement particulier. Donc on va traiter cette peur, mais on va aussi donc traiter l'origine, la source, traiter ces manifestations, mais resécuriser la personne, parce que quand la personne a peur, il peut y avoir aussi la peur paroxystique de la mort, hein. Elle est souvent présente. Il va falloir resécuriser la personne par rapport à elle-même, par rapport à son environnement proche et par rapport au monde. Euh, et j'utilise la thérapie brève interpersonnelle, maintenant que l'on appelle aussi thérapie de la relation, ou que Éric Bardot qui a développé la thérapie de la relation et des mondes relationnels. Il y a aussi très utile pour les peurs l'EFT, la technique de libération émotionnelle, hein, qui sont des thérapeutes des méridiens énergétiques. Évidemment, il y a l'EMDR qui est très utile, ou les mouvements alternatifs de type EMDR. C'est une approche thérapeutique très utile. Alors, il va falloir investiguer dans un premier temps et ensuite traiter les symptômes et aussi amener la personne
on va aller interroger ses ressources, et là l'hypnose est très intéressante, pour qu'elle puisse elle-même à un moment donné, eh bien, avoir confiance en elle, s'estimer et s'autonomiser dans le traitement de sa propre peur, et qu'elle puisse l'accueillir, cette peur, quand elle arrive, parce que se couper de ses émotions, c'est pas possible, hein. On en a toute sa vie. Et d'ailleurs, quand on a vécu un événement compliqué et qu'on a des reviviscences d'émotions, c'est normal. C'est normal. On a eu par exemple, si on a une rupture amoureuse, eh bien, quand on repense, alors peut-être parfois très longtemps après, à cet événement de vie-là, eh bien, ça peut être très douloureux. L'idée, c'est que ça passe le plus vite possible. C'est pas que ça revienne, mais de savoir quelle solution on trouve à cette reviviscence-là. C'est pour ça que on se coupe pas de ses émotions. Il faut apprendre à vivre avec, peut-être d'où l'abus de langage, mais que je peux comprendre, de gestion des émotions. Voilà. Les troubles alimentaires et les addictions sont souvent donc liés à des problèmes émotionnels. Comment tu les abordes dans ta pratique? Je pars, alors bon, le tabac j'en fais, hein, le tabac par exemple, mais comme, comme d'ailleurs les troubles alimentaires, hein, quand il n'y a pas derrière de difficultés émotionnelles ou de difficultés relationnelles, euh, en une séance il n'y a plus de tabac, hein. Une ou deux séances il n'y a plus de tabac, et le grignotage en quelques séances c'est terminé. Par contre, quand derrière il y a une difficulté identitaire, une difficulté émotionnelle ou relationnelle, hein, eh bien, bah, la personne, elle va peut-être arrêter de fumer, mais il s'agit de savoir quand est-ce qu'elle va reprendre, parce qu'elle risque de reprendre. Et pareil, au niveau bah, de tout ce qui est alimentaire, la personne va repartir. Moi, je me suis formée à l'hypnose classique avec Cal Banyan, pardon. Et lui nous disait en anglais, hein, il nous disait too much drinking, too much eating, too much smoking, c'est too much emotions. Il y a trop d'émotions, on fume trop, on boit trop et on mange trop parce qu'il y a trop d'émotions. Et on n'arrive pas justement à y trouver un terrain d'accueil, d'expression, de compréhension et des ressources. Donc on va travailler moi, je vais travailler en exploration de ces difficultés-là, de cette problématique, et sur le facteur d'entretien, donc l'origine, le facteur d'entretien, et resécuriser la personne, parce que bien souvent, elle a été insécurisée dans ses interactions. Ça, c'est de la systémie, hein, thérapie brève systémique. Elle a été insécurisée dans ses relations euh, souvent très jeune, et ça a créé parfois des carences affectives ou des troubles affectifs graves, qui font que effectivement, si on ne travaille pas là-dessus, la personne, elle va refumer, elle va reboire, elle va remanger. Donc, et puis parfois, en fonction de l'intensité, un travail en relation d'aide, la relation d'aide non directive de Colette Portelance, va être aussi très utile pour explorer les mécanismes de défense de la personne, et peut-être apaiser le relationnel et du coup la gestion des émotions. Tu soulignes l'importance de retrouver donc sa liberté relationnelle. Mm. Comment les thérapies brèves peuvent-elles aider à améliorer nos relations? Améliorer les relations parce on va, comme on contacte le corps, que ce sont des thérapies à médiation corporelle. Alors même si on ne fait que parler à la personne, on contacte, quand je dis contacter le corps, c'est qu'on lui fait contacter ce qui se passe chez elle. Et du coup, on va contacter tout ce qui est sensation corporelle, émotion. Et on sait très bien que ce sont les émotions qui vont conditionner eh bien, le relationnel. On va travailler aussi sur les interactions que la personne a avec son environnement. Et ça, c'est un autre point. Donc, il y a la médiation corporelle et puis il y a la systémie. On va voir quel type de relation la personne, elle entretient avec les différents environnements et domaines de vie, professionnels, familiaux, personnels.
la relation qu'elle entretient avec elle-même. Je parlais d'identité, mais quand la personne n'est pas au clair avec son identité, ça va être compliqué. Si vous avez, par exemple, un client qui est transidentitaire, ça tient à l'identité, ça va être important que la personne puisse travailler dessus avant de travailler sur d'autres, sur ses comportements et sur ses environnements. D'abord sur son identité. Et du coup, toutes ces interactions-là vont être importantes. Et la relation qu'elle a aussi au monde, les interactions qu'elle a de façon plus générale, et ça, c'est ce qu'on appelle la vision du monde. Ses croyances, ses valeurs, on va aussi explorer ça. Et puis, il y a l'aspect, ce qu'on appelle constructiviste, c'est-à-dire quelle représentation la personne a de ses environnements, de ses environnements, puisqu'il y en a plusieurs. Je le disais, la vision du monde. Et ça revient, recoupe aussi les croyances et les valeurs, puisque croyances et valeurs sont dans le subconscient, donc d'où les thérapies brèves sont utiles, sont dans le subconscient et il va être important de dialoguer avec elles pour vraiment mettre conscient et inconscient en alignement pour que effectivement la personne puisse entretenir une qualité relationnelle qui corresponde à ses propres besoins. Parce que si elle est toujours dans une suradaptation, on parlait de suradaptation par rapport au stress, si elle est tout le temps dans la suradaptation, et donc elle va devenir irritable, elle va devenir absolument épouvantable, on va se dire, un tel, il est ingérable. Oui, oui, bon. Je ne sais pas s'il est ingérable, moi c'est pas normatif, hein, les thérapies brèves et l'hypnose, c'est pas du tout normatif, on n'a pas de, je suis pas psychologue clinicienne, je suis pas psychiatre, j'ai pas de casaque à donner aux gens, bleu, rouge, petit pois ou rayures, je sais pas. Ce que je sais simplement, c'est que la personne, à un moment donné, elle est en tension parce que ce qu'elle vit ne correspond pas avec ce qu'elle voudrait vivre et ce qu'elle a besoin de vivre. Donc, il faut qu'elle reparte, explorer tout ça pour qu'elle puisse donc aligner le corps physique, émotionnel, et psychologique, mentale, pour que la personne elle puisse vivre une libération et une liberté et une autonomie relationnelle. Donc, tu travailles avec une approche systémique. Mhm. Alors, qu'est-ce que cela signifie et comment cela influence ta pratique, pardon. Alors, je l'avais évoqué, les thérapies brèves en général, la psychothérapie brève a une composante systémique euh, qui est fondamentale, c'est un des fondements, avec ce qu'on appelle le constructivisme. C'est quoi? Je l'ai déjà abordé, c'est-à-dire que depuis qu'on est né, on est en interaction. D'ailleurs, les bébés que l'on ne touchait pas, ça a été le cas dans les orphelinats en Roumanie, mouraient. Donc, on est forcément en interaction. Alors, au départ, c'est auditif, gustatif et tactile. Après, c'est visuel très rapidement. Le bébé a quelques semaines, quelques mois. Donc, on est en interaction. Et puis, d'abord, par nos perceptions sensorielles. Faut pas l'oublier parce qu'on dit oui, alors le mental. Oui, enfin, d'abord, on est en perception sensorielle et c'est ça notre mémoire. Donc, si on ne va pas contacter ces perceptions-là, on passe à côté de quelque chose. C'est pour ça que moi, ça m'a attirée. Et donc, on est en interaction déjà d'un point de vue sensoriel et aussi on est en interaction ensuite par le langage, par l'attachement relationnel, par l'attachement affectif. Et c'est tout ça qu'il va falloir explorer avec la systémie, toutes ces interactions-là, passées, présentes, pour se projeter dans le futur. Donc la systémie est vraiment fondamentale dans le cadre des thérapies brèves. Comment se déroule une séance type avec toi? L'accueil de la personne, la relation thérapeutique, c'est hyper important. Si elle n'existe pas, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'accompagnement possible. Donc c'est très très important. C'est l'accueil, le cadre d'écoute euh, bienveillant, sans jugement, dans la reconnaissance. On croit la personne dans sa subjectivité. Tout ce qu'elle dit est, je dirais, parole d'évangile. On n'a pas à objectiver quoi que ce soit. C'est la parole subjective du consultant qui est important et qui est prise en compte. Donc on le reconnaît dans ses difficultés, dans sa problématique. Et d'ailleurs, c'est avec lui que on va dégager sa problématique, parfois à affiner. Quand la personne arrive, dit j'arrive pas à trouver ma place, il est évident qu'on va affiner un petit peu, on va contextualiser.
Et ensuite, on va déterminer ensemble un objectif de séance, peut-être un objectif de l'accompagnement thérapeutique, mais en tout cas à minima un objectif de séance. Et ensuite, on part en exploration ensemble par, bon, j'ai une approche intégrative, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec les uns et les autres, ça peut être tout de suite de l'hypnose, ça peut être, en tout cas ça va être de l'hypnose conversationnelle, ça c'est sûr, parce que moi j'ai une base ericksonienne, mais ça peut être aussi un protocole d'hypnose que je vais adapter avec l'entretien préliminaire. Et ce que m'a apporté la personne comme vécu, ça peut être de l'EFT, donc la technique de libération émotionnelle. Ça peut être aussi de la thérapie brève interpersonnelle avec un peu d'hypnose, du tapping et des mouvements alternatifs ou carrément de l'EMDR dans le cas du stress post-traumatique. Voilà, ça va vraiment dépendre ensuite, mais il y a toujours l'accueil, l'entretien préliminaire et ensuite la séance. Un dernier message d'espoir pour ceux qui souffrent du stress et de douleurs chroniques, Laurence. Il y a des solutions, voilà. Faut garder la foi et c'est très important. Vous êtes reconnu dans vos difficultés. C'est pas d'expérience, c'est pas forcément toujours évident avec certains consultants qui ont vu beaucoup de médecins et qui à la fois, à la fin, je peux comprendre, se lassent un peu et leur disent que c'est dans leur tête. C'est certainement dans leur tête, mais c'est aussi dans leur corps. Il faut croire les personnes, parce qu'il faut que les personnes y croient. Et souvent, elles ne croient plus en leur capacité de résilience, d'auto-résilience. Et je pense que euh, nous tous, thérapeutes alternatifs, je ne vais pas parler pour les collègues, mais je crois qu'on est tous, on a aussi notre foi à nous qui est de se dire que toute personne a une capacité de résilience et qu'elle peut euh, s'en sortir, qu'elle peut trouver des solutions avec un accompagnement adapté, parfois multidisciplinaire, hein. Il y a bien des accompagnements multidisciplinaires au niveau de la médecine, donc pourquoi pas au niveau des thérapies alternatives. Et effectivement, elles sont payantes, donc ça limite plus, je peux le comprendre. Pour autant, il y a des solutions et surtout écouter son corps. Et quand on est en entreprise, demander aussi à son employeur de pouvoir être sensibilisé au fait d'écouter son corps, de repartir vers la voie du sentir de Louis Sanza. J'en parlais en début d'émission. C'est fondamental. Moi, je sais que j'ai développé un atelier là-dessus. C'est excellent parce qu'on repart dans l'exploration, son scan corporel. Vraiment, il faut y aller et surtout garder confiance totalement. Il y a des solutions. Merci beaucoup, Laurence. Merci Sophie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain donc pour une nouvelle émission à retrouver sur Conscience TV, mais également donc sur la chaîne YouTube de Laurence Dubory, dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. Je vous remercie et à bientôt. Au Au revoir. revoir.